Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Laure, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment allez-vous? Bonjour Clémence. Ça va pas mal. On a enfin un petit goût de printemps qui montre le bout de son nez. Ah. Donc rien que ça et cette lumière, ça me donne la pêche. Je comprends. Je suis pareil. Alors vous êtes la directrice de Viparis Émotion. Mais avant qu'on parle de Viparis Émotion, parce qu'on va beaucoup en parler, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours qui est aussi intéressant avant d'arriver à ce poste? Avant que j'arrive chez Viparis Émotion. Oui. Et plus exactement chez Viparis il y a presque 5 ans bientôt. J'ai commencé ma carrière au Club Méditerranée, figurez-vous. Il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, c'était un stage de fin d'études. D'accord. Je suis provinciale, moi, au départ. J'ai vécu toute mon adolescence et mes études à Perpignan, au soleil. Et mon stage de fin d'études prévoyait que je passe 6 mois à Paris au siège du Club Méditerranée. Et puis j'y ai passé presque 8 ans. D'accord. J'ai chopé le virus et de l'événementiel corporate, puisque j'étais en charge là-bas d'organiser des événements pour des clients parisiens dans les villages de vacances du Club Med dans le monde entier, puis ensuite dans un centre d'événementiel qui était dans Bercy Village. Peut-être certains d'entre vous ont connu, qui a fermé en 2009. Et donc dès mon plus jeune âge professionnel, j'ai eu affaire à cette clientèle corporate pour leur proposer soit des destinations d'incentives, de séminaires ou de récompenses, soit un cadre plus classique événementiel avec des salles de réunion, de quoi événementialiser des soirées, des kick-offs, des lancements de produits, enfin que sais-je. Et donc voilà, j'ai eu ce virus quasiment instantanément quand je suis rentrée au Club Med, au département Club Med d'affaires donc. Et il m'a plus jamais quittée. Et puis je suis du coup restée également vivre à Paris, alors que jamais de la vie, quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée un mois d'avril. J'ai passé les 30 premiers jours de mon expérience parisienne sous la pluie. Ah. Et je me suis dit, mais que font ces gens? Pourquoi sont-ils captifs comme ça de cette capitale? Il faut partir vite. Et puis voilà, je suis jamais partie. À la suite de quoi, je suis rentrée dans l'événementiel plus parisien, on va dire plus 8e, même pour être précise, puisque j'ai travaillé pendant presque 8 ans à nouveau pour le groupe MoMA. Oui. J'étais d'abord essentiellement rue Marbeuf, dans l'ancien Man Ray, que là aussi peut-être certains qui nous écoutent ont connu dans leurs plus jeunes années, et qui s'est appelé ensuite le pavillon Champs-Élysées. Mmh. Et de là, j'ai continué à garder cette même clientèle très corpo qui souhaitait organiser des événements, et je me suis occupée d'autres lieux dans le groupe MoMA, comme l'Arc, comme le pavillon Étoile Presbourg, comme le Manco, toujours avec cette même cible, et dans des événements plutôt court-termistes et de courte durée. D'accord. Donc on va dire des événements sur une journée ou une soirée. Oui, ou 2-3 jours très grand max. D'accord. C'est vraiment ma cible. C'est vraiment des événements courts et qui se décident en général tard, et cette tendance d'ailleurs ne fait que s'accentuer, le fait d'être en last minute. On est même en ultra last minute désormais. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Et donc voilà, et cette avant-dernière expérience m'a amenée à rencontrer Viparis, et à ce moment-là, il cherchait quelqu'un pour réveiller cette belle endormie qui est l'hôtel Salomon de Rothschild.
et qui étaient dans leur escarcelle depuis quelques années, et voilà, ça a fonctionné entre eux et moi au moment de nos premiers échanges et nos premières rencontres. Et j'ai eu l'immense bonheur de les rejoindre là, il y a presque 5 ans, là, au mois de juin, pour au départ m'occuper de cette magnifique demeure. Mais je crois d'ailleurs que moi je suis venue à un événement quand vous étiez en charge de cette. Ah oui, c'est possible. Si ça date d'avant de oui, j'ai regardé 2018, les dates justement sur votre profil LinkedIn. Je me suis dit tiens, je crois que c'était à quelle occasion du coup? Ça remonte un peu, mais c'était moi j'ai été en stage pour une maison d'édition, donc j'étais invitée avec des chefs de rédaction. Et c'était autour du chef Aleno, mais je sais plus exactement quelle était. Alors le chef Aleno, il a œuvré en tant que tel, en tant que chef. Oui, ça je me souviens. Dans cette maison, mais juste avant Viparis. C'était encore du temps de nos camarades GL Evans. Donc ça devait être juste avant 2018. Ou alors il a fait un événement plus tard autour de lui et qui le concernait, mais j'avais l'impression que c'était. Je peux me tromper, hein, parce qu'il a été très très proche de cette maison. Effectivement, il en a géré la restauration pendant quelque temps, tant que c'était donc GL qui gérait cet endroit. Mal, parce que je suis pas toujours très forte en date. Mais en effet, enfin, du coup, j'ai pu voir l'hôtel. Et bien voilà, c'est vraiment le bijou, le joyau exceptionnel de Viparis. Et puis j'ose le dire parce que j'ai quand même fait assez de maisons maintenant pour avoir un peu de recul. Je pense que c'est le plus bel endroit dans cette typographie, bien sûr, typologie de lieu que l'on peut trouver à Paris. Oui, vraiment. Je trouve aussi que c'est assez exceptionnel. Que ce soit son emplacement, que ce soit son prestige, que ce soit ses extérieurs, que ce soit l'histoire qu'on y raconte sur notamment la vie de ses occupants. Je pense pas avoir eu le bonheur de gérer plus jolie maison que celle-ci, et je sais que beaucoup de compétiteurs et de concurrents nous l'envient. Oui, et que beaucoup de clients sont tombés aussi très amoureux de cet endroit en venant le visiter. Donc voilà, je me suis d'abord occupée de l'hôtel Salomon de Rothschild, et puis avec cette particularité qui était qu'à l'époque, c'était le premier et le seul endroit dans lequel nos clients étaient accueillis déjà par mon équipe et non pas en centrale au siège, pour pouvoir recevoir leurs premières propositions tarifaires sur l'événement qui les amenait jusqu'à nous. Donc ça veut dire que l'hôtel avait son équipe sur site dédiée. Exactement. Ok. Depuis la toute première prise de brief jusqu'à la réalisation du projet. Ce qui était une exception chez Viparis. D'accord. Puisque traditionnellement nos clients corporate arrivent au siège en centrale au sein d'une grosse équipe commerciale qui va traiter en première intention tout ce qui va concerner la location de nos espaces dans nos autres lieux. Et dans un second temps, il y aura un contact avec le local, c'est-à-dire avec le site concerné, avec une équipe de chefs de projet qui va monter le reste du dossier. Donc les prestations qui pourraient venir compléter la location des espaces. Et deuxième particularité, à l'hôtel Salomon de Rothschild, nous proposons des prestations que Viparis ne propose pas forcément en général, et on peut se rapprocher, et je ne veux pas faire d'offense à mes copains d'agence, mais on peut se rapprocher parfois d'une petite agence intégrée, puisqu'on va être dans le conseil de prestations qui vont de la restauration, qui est un peu la majeure en termes de volume de chiffre d'affaires sur un projet, mais en passant par de la déco, par du contenu, par de l'animation, par de la signalétique, du personnel événementiel complémentaire, un speaker, enfin tout ce qui pourrait faire sens avec le projet du client, et à la carte, évidemment. Si justement nos copains agences sont nos clients, ils sont libres de venir avec les prestataires de leur choix. Oui, d'accord. Très bien. Et ça, c'était vraiment très nouveau chez Viparis, qui avait plus vocation à au départ être plutôt des loueurs d'espaces, de grands espaces, des grands halls de parcs d'exposition comme celui de la Porte de Versailles, le Bourget ou Villepinte, ou encore dans des centres de congrès comme le Palais des Congrès de Paris, celui d'ici les Moulineaux, ou des endroits un peu mixtes comme le Carrousel du Louvre. Et c'est vrai que c'était assez nouveau d'adresser cette cible corporate de plus petit volume, qui a aussi l'habitude d'être traité comme nous on le traite à Salomon de Rothschild, c'est-à-dire de façon
complète et immédiate sur l'intégralité du projet. Okay. Et puis à la suite de ça, eh bien lorsque la serre est née sur le toit du pavillon 6 de la porte de Versailles justement, oui. Eh bien à l'époque, il s'est avéré presque évident pour ma direction que ce soit mon équipe et moi qui nous en occupions aussi et qui mettions à exécution les mêmes méthodes que pour Salomon de Rothschild, donc une prise en charge en local de A à Z de nos clients. Et puis petit à petit, on a agrégé d'autres produits et c'est ce qui va faire qu'un jour on s'est dit on va arrêter de dire que l'équipe de l'or s'occupe d'un lieu plus un autre plus un autre plus un autre, mais qu'on a nommé ce département et cette marque Vie Paris Émotion, et que donc on y a agrégé petit à petit Jam Capsule qui est déjà en fonctionnement, et nous avions un très bel événement hier pour le reveal du dernier né de chez Glenfiddich qui était incroyable. Ça, je vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller voir ce que c'est que Jam Capsule, parce que c'est assez exceptionnel en termes d'expérience, de lieu. C'est un très joli terrain de jeu d'expression pour nos clients. Et hier, cette marque qui était accompagnée d'une agence très chouette d'ailleurs, qui s'appelle une agence américaine, elle s'appelle comme ça, et qui a vraiment joué à fond la carte de la personnalisation de cette capsule, qui est une toile en 360 qui permet de diffuser des médias hyper immersifs, comme une sorte d'immense toile de cinéma tout autour de vous. Et ils ont vraiment utilisé cet espace à plein. Même le sol, enfin ils ont créé vraiment une boîte dans la boîte qui était assez géniale pour révéler cette nouvelle bouteille et ce nouveau spiritueux. Et puis le dernier le dernier né de Vie Paris Émotion, c'est la Cité de l'Histoire, donc qui a ouvert au public en janvier dernier, là, c'est tout frais, et que nous proposons de commercialiser auprès de la cible d'entreprise également, pour profiter de cette expérience qui est une sorte de musée sur l'histoire de France, mais de raconter d'une manière très moderne, avec justement pas mal d'immersivité, une ellipse en 360 également, avec du mapping sur tout le décor de cette ellipse, avec un parcours immersif d'une 17 pièces dans laquelle vous allez vous confronter à des comédiens, à des décors à l'échelle 1 pour 1, avec même parfois des changements de température, des odeurs, et ça vous projette comme ça à reculons dans 17 scènes qui ont marqué l'histoire de France. Vous avez une frise chronologique sur 400 dates déployées sur des écrans que vous pouvez vous-même actionner pour voir arriver sur les murs des explications sur les dates que vous cliquez. Quelqu'un qui veut y passer vraiment le temps nécessaire peut passer 4 ou 5 heures dans le musée en immersion complète. Et le point d'orgue de cette Cité de l'Histoire, c'est de la réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris. Okay. Depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, sa reconstruction, où là vous avez un casque VR, comme pas mal de gens ont déjà eu l'expérience de le vivre, mais c'est une des plus abouties au monde à l'heure actuelle. Vous passez 45 minutes totalement hors du temps dans cette cathédrale somptueuse, et vraiment je recommande à petits et grands d'aller y faire un saut. Et voilà, et le but c'est de proposer à des entreprises de privatiser cet endroit et d'y faire un événement diurne ou nocturne avec un cocktail dînatoire, un cocktail déjeunatoire, et faire profiter leurs invités de cet endroit qui gagne à être connu et qui là est en train de monter en puissance en fréquentation, et qui fait déjà vraiment l'unanimité, quoi. Oui, bah j'imagine, oui, ça a l'air tentant. On a envie d'aller faire un tour. Je me recommande. Du coup, si on devait faire un peu une progression de Vie Paris, le premier cœur de métier de Vie Paris, ce sont les grands espaces dédiés à des grands événements. Voilà, des congrès, des salons, c'était leur premier métier. C'était leur premier métier, et c'est ce pourquoi d'ailleurs les gens connaissent Vie Paris aujourd'hui. J'ose dire que la marque Vie Paris est en train seulement maintenant d'éclore, parce que en réalité les gens, quand vous leur parlez de Vie Paris il y a 4 ou 5 ans, ils vous disent qu'ils connaissent pas, et vous citez les lieux Vie Parisiens. Et dans ces cas-là, tout le monde dit « Ah mais oui, mais bien sûr ». Et là, c'est vrai qu'il y a un très gros boulot qui a été fait sur la marque, sur le fait de faire émerger ce nom qu'est Vie Paris pour représenter les lieux qu'on incarne, comme je le citais tout à l'heure, essentiellement des très grands parcs expo et centres de congrès.
Et c'est vrai que tout le monde connaît le salon de l'agriculture, le salon du Bourget, la foire de Paris, tous ces événements grand public. On va fêter les 100 ans de la porte de Versailles après les Jeux Olympiques. Ce sont vraiment des endroits que, j'allais dire presque tous les Français ont eu l'occasion de fréquenter à un moment de leur vie. Une fois, oui. Une fois, obligatoirement. Oui. Après, je sais que j'étais pas encore là quand c'était d'actualité, mais il y avait un slogan qui me plaisait beaucoup, qui était "Vous avez un salon, vous avez une passion, nous avons le salon qui va avec". Donc c'est vrai que ce qui est cocasse, c'est que vous pouvez avoir des salons extrêmement connus, même mondialement connus, hein, que je viens de citer là, et puis vous pouvez avoir des salons un peu improbable sur des thématiques très niches, mais où il y a un public, un intérêt, un appétit. Et ma foi, Viparis était aussi là pour faire accueillir ces appétences-là et ces publics-là dans tous les lieux qu'on a cités. Et puis, il s'est trouvé que le Covid, bon, comme tous les copains de l'événementiel, ça nous a mis une balayette sévère, et que malgré tout, et j'en profite pour saluer ça, vraiment être salarié chez Viparis au moment du Covid, c'était une chance extrême, inouïe, dans la mesure où on a été traité avec infiniment de délicatesse, d'accompagnement et de respect. Parenthèse refermée, mais ça nous a aussi permis de totalement remettre en question nos métiers, puisque quand tout à coup ce que vous faites est interdit, ce que vous promeuvez est impossible, et sur un temps indéfini, que vous ne savez pas si un jour vous allez pouvoir à nouveau proposer de rassembler des gens dans un seul et même endroit, eh bien nécessairement ça remet beaucoup de choses en question. Et ça nous a amené à en conclure que à minima, alors déjà que la rencontre redeviendra essentielle, ça on en a assez peu douté, en tout cas de façon assez courte dans le temps, mais que malgré tout, pour que des gens se déplacent à nouveau, et notamment pour des raisons RSE de loin, du monde entier, pour tous les événements internationaux qu'on reçoit, ou même du reste de la France, il fallait qu'il y ait une bonne raison. Et que finalement la visio, le distanciel, le digital allait apporter aussi des solutions et encourager les gens à ne pas se déplacer pour une heure de réunion, ou sans être certain que le contenu qu'ils avaient visé sur un salon ou sur un congrès allait être suffisant pour justifier un trajet en avion, etc. Et du coup, au milieu de toute cette remise en question, eh bien, on s'est aperçu qu'il fallait donner du sens, aider nos organisateurs à, je ne peux pas dire renouveler tout le concept de leur salon parce que ce serait prétentieux, mais en tout cas à réfléchir à des contenus, à évoluer avec son temps, à amener de l'hybridation. Clairement, c'est une des pistes qui a tout de suite bien fonctionné, même si ça reste vraiment évolutif. Et puis, dans plus particulièrement le sujet que je maîtrise moi, qui est le corporate et l'événementiel, eh bien, à amener du sens et du contenu au lieu que nous proposons. C'est-à-dire que pour caricaturer, on ne pouvait plus se permettre que de proposer simplement du mètre carré. Et dans ce mètre carré, il fallait désormais y amener beaucoup plus de contenu. C'est plus largement, du savoir, de contenu. Ça peut être du contenu culturel, ça peut être du contenu expérientiel, ça peut être du contenu purement entertainment, du festif. Quelque chose qui fait que lorsque on se rend sur un événement, on y trouve quelque chose soit qu'on n'attendait pas, soit qui vous transforme un petit peu et qui fait de vous une personne un peu différente en le quittant. Et c'est comme ça qu'on s'est notamment autorisé à aller voir des partenaires, parce que effectivement on n'a pas la prétention d'avoir toutes ces compétences. En revanche, on a eu l'humilité de se dire, puisque nous on sait pas forcément faire tout ça, il faut qu'on trouve des gens qui ont des propositions à faire. Et c'est comme ça qu'on est allé approcher des gens comme ceux qui ont monté Jam Capsule dans le hall. D'accord. Le hall 5 de la Porte de Versailles, qui étaient des acteurs déjà très aguerris sur l'expérientiel digital immersif, qu'on est allé voir des acteurs comme Amaclio, qui ont monté la Cité de l'Histoire ensuite avec nous dans l'ancien espace Grande Arche, en se disant il faut qu'on s'appuie sur des gens qui savent le faire et qui vont nous enrichir de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leur culture,
et qui vont permettre du coup à nos lieux de se doter vraiment d'histoires à raconter à nos clients. Et voilà, comme ça, petit à petit, on est arrivé à faire ces rencontres. Et je peux vous dire que depuis lors, on n'a jamais cessé d'aller faire des rencontres. Donc, on a même monté un département qui s'appelle Viparis Développement, et je les salue, qui justement a pour vocation d'aller chasser des nouveaux contenus, des nouveaux opérateurs, des nouvelles idées, que ce soit tout proche de nous ou à l'autre bout du monde. Et là aussi, on s'est vraiment autorisé à sortir de notre zone de confort, de ce qu'on savait parfaitement bien faire, où finalement la concurrence, elle était relative jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, parce que si vous avez envie de faire un salon à Paris, vous allez un peu forcément tomber sur nous. Mais on s'est dit que on était aussi de toute façon en concurrence avec d'autres villes dans le monde, d'autres capitales européennes, et que Berlin, Barcelone ou que sais-je pouvait être plus attractif que nous. Et que d'autre part, il fallait tout simplement se renouveler et apporter de la nouveauté à tous nos clients, et en particulier nos clients corpos qui sont extrêmement gâtés, qui ont l'habitude d'être dans la curiosité, d'aller dans beaucoup d'endroits différents, dans beaucoup de directions différentes, et que si on voulait se démarquer, il fallait aussi qu'on aille dans ce sens-là. C'est très intéressant, je trouve ça passionnant. Alors, du coup, juste pour que nos petits auditeurs, on remet dans le sens. Donc, le cœur de métier à la base, c'est le grand événementiel sur des grands lieux. Absolument. Et puis, j'ai vu aussi que sur votre site, vous mettez en avant vos accompagnements, ce que je trouvais intéressant. Donc, c'est-à-dire que j'imagine qu'au fil du temps, les savoir-faire se sont internalisés et sont montés en compétences, et donc au-delà du mètre carré, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi tout un accompagnement sur le contenu, le déroulement de l'événement, avec différents métiers qui sont mis à disposition. Alors oui, là aussi, je le dis avec beaucoup d'humilité, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Mais là où on a toujours été très fort et où on continue de l'être, parce qu'on s'aperçoit que plus que jamais, c'est ce qui va faire la différence, c'est que même si nous avions un accompagnement dans un cadre assez restreint de prestations, à contrario, l'accompagnement en soi a toujours été excessivement qualitatif. C'est-à-dire que ce que nous proposons, nous le maîtrisons absolument. Et c'était aussi quelque chose d'assez humble au départ, de dire nous on veut pas revendiquer qu'on est des experts sur tout. En revanche, ce qu'on propose, on le maîtrise parfaitement bien. Et la deuxième chose qu'on a toujours vraiment beaucoup mis en valeur, même si ça va paraître un peu téléphoné de dire ça, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire que nos chefs de projet sur site sont excessivement impliqués, et que l'événement qui se déroule, dont ils ont la charge, c'est le leur. Alors vraiment, j'étais très très impressionnée par la capacité de ces équipes à s'investir. Même je peux dire nuit et jour, quel que soit le jour de la semaine, l'heure de la journée, l'heure de la nuit, une implication, mais alors dinguissime. Et c'est vrai que nos clients sont super sensibles à ça, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas tout seuls. Oui. Et je vous assure que, et moi c'est pas mon rayon et je veux pas parler pour eux, mais quand vous arrivez pour faire un salon, que vous arrivez de l'autre bout de la France avec votre petit stand, un salon ou un événement quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il ça soit, marche pour tout ça événement. peut être vraiment très intimidant d'arriver pour la première fois, par exemple, Porte de Versailles. C'est un petit village, mais ça reste une dimension de site événementiel qui est un peu hors norme. Ne serait-ce que pour savoir je vais où, je fais quoi, je m'adresse à qui, comment ça marche. Je vous assure qu'on a des équipes sur le terrain qui sont mais vraiment d'une qualité d'accueil et qui vous enveloppent les gens, que ce soit les prestataires, que ce soit les exposants, que ce soit tous les professionnels en fait qui gravitent autour de l'événement, vraiment d'une qualité assez rare. Et moi c'est ce qui m'a touchée clairement chez Viparis, parce que j'ai chevillé au corps cette envie de chouchouter les clients depuis le premier coup de fil qu'on se passe jusqu'au moment où ils s'en vont, et que ça m'a infiniment
convaincue et parler en me disant je suis donc au bon endroit. Et c'est pas parce que on ne vend pas forcément encore partout chez Viparis tous ces détails qui font que l'événementiel devient glamour. Et on y viendra, j'en suis absolument persuadée. On le fait dans mes petits produits d'émotion. Je ne vois pas pourquoi demain, même si c'est une considération très personnelle, on ne peut pas le faire ailleurs. On y viendra, j'en suis certaine. Mais en tous les cas, j'ai tout de suite trouvé cette dévotion pour que l'événement se passe bien et que le client soit rassuré. Déjà la première chose, qu'il se sente en confiance et rassuré pour que son événement se déroule comme il l'a imaginé, comme il l'a rêvé et comme surtout nous avons envie qu'il ressorte de cette expérience-là avec nous. Oui. C'est très inspirant. Alors juste pour donner des petits chiffres qui sont sur le site d'ailleurs, mais pour que nos auditeurs se rendent compte, Viparis c'est 10 millions de visiteurs par an et un peu plus de 800 événements professionnels et grand public. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur. Oui. Et donc avec ces différents pôles dont on a parlé, donc Viparis avec le côté très événementiel de grande ampleur et Laure qui s'occupe de Viparis Émotion avec des lieux plus collection. J'ai dit ça, enfin je les ai compris comme ça. Oui, on a beaucoup hésité avec ce mot d'ailleurs pour trouver la marque Viparis Émotion. On aimait beaucoup collection. Oui, je trouve que ça marche aussi bien avec la typologie de lieux qui sont dans Viparis Émotion. Alors, revenons un petit peu à vous. Vous, en tant que directrice aujourd'hui, quel est votre quotidien? De quoi vous occupez-vous pour ce pôle? Ce pôle, en fait, la particularité aussi de mon équipe, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est à la fois ceux qui commercialisons ces espaces, ces lieux, mais qui également les produisons. C'est-à-dire que nos clients vont avoir tout du long la même personne dans mon équipe au téléphone, qui va à la fois faire une première intention, une proposition tarifaire classique qui va regrouper tous les postes budgétaires dont il a besoin, et ce vraiment dès le départ, donc que ce soit évidemment le lieu dont il a besoin sur le temps imparti, et puis toutes les prestations qu'il pourrait déjà avoir en tête dans son cahier des charges. Et cette même personne, lorsque le client nous fait confiance et signe et s'engage avec nous, va ensuite mettre en musique tout ce qui a été vendu, va coordonner l'événement sur place et va ensuite transmettre le bâton, si je puis dire, à un régisseur, le jour J, qui va vraiment accompagner physiquement le client depuis la première heure jusqu'à la fermeture de l'événement. Et donc, voilà, moi j'anime cette équipe-là. Qui est en charge de commercialiser. Il y a une équipe par site ou vous avez un siège Viparis Émotion? Alors, on est en train de structurer un peu cette nouvelle manière de travailler comme une cellule, puisque nous avions effectivement l'habitude de proposer qu'une personne s'occupe d'un site, ce qui est un peu mon credo, parce que je pense que quand on connaît bien un lieu, on le maîtrise forcément mieux, et que j'aime bien l'idée qu'on ait plutôt des maîtres et des maîtresses de maison que des commerciaux, même si j'ai de l'affection pour cette profession. Avant de dire que l'on vend, on propose surtout de passer un moment avec nous, chez nous. Et donc, on avait l'habitude d'être effectivement structuré avec une personne égale un lieu. Mais là, c'est vrai que comme à un moment donné, on commence à agréger plusieurs lieux, c'est difficile dans le modèle économique pour pas se mentir d'à chaque fois rajouter un emploi temps plein sur un lieu. Donc on s'est dit peut-être qu'on peut mutualiser et que en fonction de l'appétit de l'intérêt de chacun, il peut gérer 2 lieux avec un soutien bien sûr d'assistant chef de projet par exemple ou quoi que ce soit, mais en tout cas de peut-être aller jusqu'à 2 lieux. Et typiquement Justine chez moi par exemple va s'occuper de la serre, mais aussi de Jam Capsule, puisque c'est au même endroit, que ça peut se combiner, que oui, il y a quand même une logique dans l'attribution. Oui.
j'y tiens beaucoup. Des lieux à chaque chef de projet. Oui. Donc voilà, c'est notre rôle, c'est vraiment de convaincre et de commercialiser ces espaces auprès de clients, vraiment 99,9% qui sont corporate. Sur l'hôtel Salomon de Rothschild, par exemple, qui est en travaux là actuellement, mais qui a été notre premier gros bébé. Il y avait aussi une frange de clients particuliers qui venaient se marier chez nous ou fêter des anniversaires. Ça a certainement été d'ailleurs l'occasion de voir les plus belles mises en valeur du site, comme quoi on se refait pas, et un individu pour un événement qui le concerne au premier chef a soit plus d'imagination, soit plus de comment dire, créativité, que une entreprise, mais c'est un message que je passe aux entreprises là. Lâchez-vous. Faites comme si c'était pour vous. Voilà, exactement. Et c'est vrai que on a comme ça une frange de population de particuliers qui nous a donné l'occasion de voir le lieu vraiment et qui donne des idées ensuite. C'est-à-dire que j'avais un patron qui disait à un moment donné, si c'est bien fait, vous pouvez copier, c'est ok, c'est pas si grave. Et effectivement, ça donne des tips. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de voir, moi ces 4 dernières années, des scénographies et des propositions dans cet endroit qui enrichissent encore plus ce que j'avais agrégé les 20 premières années. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous arrivez derrière avec une force de conseil et d'idées pour les clients qui viennent ensuite, qui est imparable. Mais je sais plus quel grand artiste peintre disait que on est toujours le copycat de quelqu'un. Moi, ça me pose pas de problème. Moi non plus, je trouve que ça me pose pas de problème parce que je pense que c'est quand c'est fait évidemment avec non, mais il y a s'inspirer et il y a vraiment copier-coller. Mais c'est de l'inspiration, c'est vraiment de l'inspiration. Et c'est vrai que j'ai la chance d'opérer dans des lieux chez Viparis qui suscitent l'inspiration. Donc soit de nos clients et c'est génial quand ça vient d'eux. Parce qu'on se dit, mais incroyable, comment j'ai pas pensé à structurer la scéno comme ça, comment j'ai pas pensé à faire venir tel artiste dans cet endroit-là, etc. Donc, ce sont parfois eux qui nous inspirent. Et puis, c'est un ping-pong, c'est-à-dire qu'ensuite, ce qu'on a aimé, ce qui a fonctionné, parce que tout ne fonctionne pas toujours, on va pas se mentir, eh bien, on se fait une joie de le proposer au suivant. Et qui va peut-être, c'est itératif, qui va peut-être se dire, tiens, oui, cette idée-là me plaît bien, mais je vais l'amener plutôt ici parce que ça me parle plus et ça matche plus. Et en fait, c'est ce qui fait que je trouve ce métier magique, c'est qu'il y a zéro ennui. C'est impossible de s'ennuyer. Et puis le bonus, c'est quand un client revient. Alors c'est vrai que la clientèle corporate est versatile, c'est normal, c'est atavique, elle a tellement de choix. Elle a une palette de lieux, de prestataires, de destinations qui s'offrent à cette cible-là, qui est telle que c'est assez rare de venir plusieurs fois au même endroit. Mais quand ça se produit, alors là, c'est fierté maximum, parce qu'on se dit que le choix est tel que si les gens reviennent dans nos espaces, c'est que l'expérience a été telle qu'elle ne souffrirait même pas la comparaison. Bon, c'est pas la norme, c'est pas la majorité. Mais ça arrive et ça peut prendre parfois quelques années avant qu'un client revienne. Mais ça m'est arrivé hier, donc je le dis avec d'autant plus de conviction. J'ai un client qui m'a recontacté hier, la dernière fois qu'on a fait un événement ensemble, c'était il y a 10 ans. Et là, il a un autre anniversaire à fêter dans sa boîte et il m'a dit voilà, on a fait les 30 ans ensemble, j'aimerais faire les 40 ans avec vous. Je trouve ça que c'est extraordinaire. Voilà, ça a fait ma journée, moi, hier. C'est des beaux signes de confiance. Voilà, et vraiment, c'est ce qui va faire la différence. Je suis absolument convaincue que oui, on a la chance d'avoir de beaux lieux, mais c'est vraiment les gens qui composent l'équipe qui vont faire la différence et qui vont faire que nos clients vont se sentir accueillis tout de suite, compris, accompagnés. Et que l'événement sera délivré comme il se doit. Vous pouvez avoir la plus belle mariée du monde, à un moment elle peut donner que ce qu'elle a. Donc l'essentiel c'est pas juste le cadre, c'est le contenu, c'est l'investissement qu'on va y mettre. Et j'ai la chance et je leur rends hommage là ce matin sans avoir la voix qui tremble. J'ai la chance d'avoir une équipe
incroyables. On peut les citer si vous voulez. Donc j'ai entendu Justine. Il y a qui d'autre? Justine, Nathalie, Kevin, Emmanuel et Julie. Super. Eh ben, bravo à vous. Kevin que j'embrasse, qui est papa depuis cette nuit pour la deuxième fois. Bon, bah alors double bonne nouvelle. Voilà. Et quand un client ne sait pas où est-ce qu'il a envie d'aller dans la collection Vie Paris Émotion, comment ça se passe dans ce cas-là? C'est vous qui prenez le lien avec ce client-là, ou il y a peut-être un chef de projet multisite qui va être plutôt Quand vous dites vous voulez dire moi? Tout à fait. Vous, Laure. Alors, moi, je peux recevoir des demandes directement par le réseau de clients que j'ai construit ces dernières années. Et dans ces cas-là, effectivement, je fais ce job de débriefer, de trouver avec le client le bon lieu. Mais c'est pas la majorité des demandes que l'on reçoit, parce qu'on a la chance d'avoir des lieux qui sont qui attirent énormément de demandes entrantes et qui fait que j'en reçois peut-être un dixième, moi, à titre personnel, de toutes celles qui arrivent pour autant dans notre cellule. Donc là, je dirais que on a cette chance d'être tous en maîtrise de tous nos lieux, et d'être capable de dire à un client qui nous appelle, quelle que soit la personne sur laquelle il tombe chez moi, de dire ok, vis-à-vis de ce brief et de ce cahier des charges, c'est plutôt là et là que j'ai envie de vous proposer de travailler, et dans ces cas-là, on donne le bébé à la personne en charge. Oui, donc il y a cette bonne intelligence entre totalement. Les chefs de projet pour parler des lieux, des copains. Absolument. Ce qui peut être aussi un désir de votre part dans votre management, de dire on représente tous les lieux, même si après je pense que c'est même pas quelque chose que j'ai dit. Ouais, okay. c'est naturel. Ça s'est fait de façon naturelle, et aussi tout simplement parce que comme cette cellule s'est montée petit à petit, au départ nous avions un lieu, puis le deuxième, et c'est vrai que du coup naturellement tout le monde s'est mis à promouvoir un peu le deuxième par souci de faire émerger ce nouvel endroit, et ainsi de suite. Donc ça s'est fait de façon assez naturelle. J'ai pas tout à coup asséné de dire bon les gars, il faut être pluridisciplinaire, si vous parlez de votre lieu, vous parlez de celui du copain. Ça s'est fait, cette espèce de cross business s'est fait de façon super intuitive en fait. C'était du bon sens quoi pour tout le monde. Oui. Et puis parce que on s'est rendu compte, quand on ne gérait que l'hôtel Salomon de Rothschild, concrètement, c'est vrai que si le client ne matchait pas avec le brief du client ne matchait pas avec Salomon de Rothschild, j'avais pas énormément de choses à lui proposer par ailleurs, parce que chez Vie Paris, un client qui vient avec 500 personnes, je savais pas trop où le mettre. Ce qui a fait notre instinct naturel de proposer les autres lieux, c'est que enfin nous avions en interne d'autres choses à proposer. Si tout à coup le brief initial ne matchait pas avec le lieu pour lequel il était venu au départ. Donc je pense qu'il y avait aussi ce côté un peu malin de se dire bon, ça fonctionne pas, mais hop, j'en ai un nouveau. Oui, super. Alors, hop, j'en ai deux nouveaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une réponse multiple, là où il y a encore 3 ans nous avions une réponse unique. Et pour autant ça nous arrivait aussi, en tout cas moi ça a toujours été ma culture, que si vraiment j'ai rien qui convient à mes clients chez moi, et ben je m'efforce quand je le peux de les aiguiller sur des lieux qui ne sont pas chez nous, mais que je connais, et avec des équipes que je connais, parce que bon, on se connaît un peu tous dans ce secteur, et que en fait il est très rare qu'un client reparte de chez nous au premier coup de fil sans aucune solution. Ah oui. Et mais moi, c'est même très compliqué émotionnellement de se dire, mais attends, je peux rien lui proposer à ce mec-là, c'est pas possible. J'ai forcément une idée, une solution, ou un début de contact, et appeler bidule, machin, truc de ma part, parce que peut-être que cette personne-là a quelque chose à vous proposer. C'est très très compliqué de le laisser repartir avec bon ben bonne merci chance d'avoir appelé. Une continuation, salut. Et souvent ces clients-là, ils sont sensibles d'ailleurs. Bien sûr. Et ils sont capables de vous rappeler 2 ou 3 mois plus tard en disant bon, à l'époque on n'avait pas réussi à travailler ensemble, mais j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'adopter la même politique. Moi j'ai toujours été partisane de ça quand j'étais dans le siège de commercial événementiel,
où on m'a parfois dit mais pourquoi t'envoies les clients à la concurrence? Je disais mais ils reviendront aussi Mais parce qu'on crée un lien et avant tout c'est des gens qui cherchent un conseil auprès de professionnels. Ils ont vu notre lieu marche pas, on est des professionnels, on peut les aiguiller sans craindre de vider notre lieu, au contraire. Absolument. Et puis parce que les copains le font aussi. On va pas se mentir. Tout à fait. Donc si tout le monde le fait, tout le monde se porte bien. Et en fait, à nous d'insuffler justement cette bienveillance entre différentes marques. Tout à fait. Donc ça me parle beaucoup parce que moi j'étais aussi très j'aimais pas que le client reparte les mains vides. Je trouvais ça important de les aiguiller. Donc ça résonne particulièrement. D'ailleurs, on parlait de pouvoir proposer de plus en plus de solutions aux clients. J'ai eu l'impression aussi que cette collection Vipari Émotion venait compléter les lieux historiques de la marque pour proposer à ces clients-là peut-être des événements autour de l'événement principal. Qu'il y avait aussi un souhait de pouvoir leur proposer, j'en sais rien, il y a un gros temps salon. Pendant ce gros temps salon, il y a une marque qui veut réunir ses clients. Elle n'a pas forcément envie de le faire sur le salon parce que c'est un peu un temps de travail pur. Grâce au lieu Vipari Émotion, ils peuvent le faire dans un cadre beaucoup plus, je sais pas comment dire, en dehors du salon qui peut être très sérieux et corpo. Est-ce qu'il y avait aussi ce souhait de Vipari de dire on va compléter l'expérience qu'on apporte aujourd'hui avec d'autres lieux pour que nos clients puissent avoir quelque chose de complet? Eh ben c'est assez troublant parce que c'est comme si vous aviez été dans toutes nos réunions de travail. Donc j'arrive. Voilà, je sais pas comment vous avez aussi bien lu la chose. Je vous assure, c'est assez saisissant parce que c'est exactement le propos. Bon bah super. Donc oui, il y a ouais, c'est très troublant. Mais du coup, c'est chouette. Ça veut dire que la stratégie est un peu lisible. Donc ça, c'est savoureux. Oui, bien sûr que oui. C'est vrai que il y a un business pour parler crûment autour de ce qu'on appelle les side events, c'est-à-dire tous les événements qui vont se dérouler en marge d'un gros et qui nous échappaient un petit peu jusqu'à aujourd'hui parce qu'effectivement, si un client ne voulait pas rester sur son stand ou par exemple un congressiste à qui on va proposer à la fin de sa journée de congrès une expérience parisienne intéressante, eh bien Vipari n'avait pas forcément énormément de réponses autour de ça. Et c'est exactement ce qu'on est en train notamment de structurer au travers de ces lieux d'émotion, mais pas seulement, puisque là encore, on se dit que l'hôtel Salomon de Rothschild, par exemple, était la première pierre à cet édifice. Alors la proximité avec le Palais des Congrès pouvait effectivement permettre ça, que un événement qui se passait là-bas au Palais puisse porte-maillot se déporter ensuite sur Salomon de Rothschild. Mais c'est exactement un des buts que nous poursuivons et qui je suis certaine, et c'est déjà le cas, alors un peu naturellement, c'est vrai que la Serre a démontré ça, que je dirais un peu moins de la moitié des événements qu'on reçoit sur la Serre au pavillon 6 sont des clients salon. Évidemment, en fait. Donc, où est-il avant pratique, chez nous. Oui. Donc là, on est et pour Jam Capsule, ça c'est effectivement aussi ce que l'on recherche. Oui. La difficulté avec Jam Capsule, c'est que c'est un produit qui est un petit peu plus pointu, merci, et que du coup, sans offense aucune pour nos clients salons, c'est peut-être un petit peu plus difficile là de se projeter et d'imaginer faire des choses dedans, mais on y vient et on les a rencontrés, et on a déjà organisé des moments vraiment de brainstorming avec eux pour leur dire voilà de quoi vous auriez besoin, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de brainstormer avec vos clients. Ça nous arrive assez régulièrement. C'est très intéressant ça. Ouais. En fait, on se dit que après tout, c'est eux qui peuvent le mieux en parler. Ouais. On peut imaginer plein de choses, mais je trouve ça génial que vous le mettiez en place, que vous preniez le temps, que vous le fassiez réellement, parce que ça. On le fait réellement. C'est absolument sincère et c'est super bien accueilli parce que on l'a fait aussi, par exemple pendant le Covid, après le Covid, pour savoir.
qu'est-ce que vous attendez la du vision événementiel de demain? Est-ce que l'hybridation c'est quelque chose qui est incontournable désormais? Qu'est-ce qui va faire que la rencontre va redevenir nécessaire, etc. Et c'est notamment grâce à tous ces échanges avec eux que on a été conforté dans notre idée de se renouveler, etc. Et donc, pardon, les salons font pas exception. Nous sommes allés les rencontrer et nous continuons de le faire pour essayer de trouver avec eux des solutions d'accompagnement sur des événements comme ça en dehors, des off parfois même, qui vont pouvoir trouver une solution près de leur salon et qui plus est dans des extensions de nos lieux, absolument. Et dans un cadre complètement différent parce que quand on passe sur la serre, on oublie complètement le salon. Ah, totalement. Et c'est ce qui fait le charme de ces enclaves, en fait, que sont la Serre et Jam, par rapport à, enfin, hier, on avait un événement dans Jam Capsule. Je vois pas comment un client aurait pu se sentir dans un hall d'exposition, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qu'on revendique absolument. Mais voilà, ça va pas se faire forcément en un claquement de doigts, parce que ce sont des événements qui pour la plupart sont, alors j'allais dire séculaires, bien sûr que non, mais enfin qui sont là installés depuis longtemps chez nous et qui vont avoir besoin de faire bouger un peu leur ligne. Et nous on n'est pas on n'a pas la prétention de leur dire qu'il faut tout réinventer, tout recommencer. C'est plutôt une solution complémentaire, une solution qui va venir augmenter. J'aime bien cette idée, l'expérience de leurs visiteurs, et puis qui va, je pense, être vraiment gagnant-gagnant là pour le coup. Oui, complètement. Au-delà de cette vie Paris Émotion qui complète donc tous les lieux, il y a aussi ce que j'ai trouvé très fort chez vous, c'est la destination Paris. Vous êtes très 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 ambassadeur de la destination Paris. Pour vous, c'est absolument indispensable de créer un territoire attractif autour de vos lieux. Aujourd'hui, c'est dans votre stratégie de communication, vous dites que c'est un duo indispensable. C'est indispensable et puis c'est surtout très réel. C'est-à-dire que pour toute notre clientèle internationale, et pour le coup, ça n'est pas celle que je reçois le plus dans mon activité à moi, mais vous avez plus de francophones. Oui, oui. Absolument. J'ose dire francilien. D'accord. Mais c'est vrai que tous les départements commerciaux, que ce soit congrès et salons ou même corporate, qui adressent des cibles internationales, la première chose qu'elles vont vendre à ces clients, c'est Paris. Pourquoi? Ça va que c'est une ville on est en compétition. Sympa. Quand on est en compétition, on est en compétition avec des sites qui sont basés dans d'autres villes et que le client, avant tout, il va choisir la ville. Pour la façon dont elle est desservie, la façon dont ensuite quand le visiteur arrive sur le sol parisien, comment il accède jusqu'à son lieu d'événement, comment il est hébergé, si il y a suffisamment d'attractions et d'attractivité autour du lieu où se passe le salon, et la porte de Versailles est un exemple frappant de renouveau ces dernières années, puisque on y a installé un mama shelter, un perchoir, un nouveau hôtel. Il y a 2 nouveaux hôtels qui vont arriver d'ici la fin de 2025. Et puis de l'entertainment comme Jam Capsule désormais, que n'importe quel client individuel peut aussi aller voir avec ses enfants, sa famille, ses potes. C'est aussi ouvert au public, c'est comme la cité ouvert au public, absolument. D'accord. Plusieurs jours dans la semaine et notamment le week-end. Donc, vous avez la programmation qui est en ligne si vous le souhaitez d'ailleurs. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient passer un moment au parc des expositions pour venir sur le salon du chocolat, eh bien, il peut aller boire un verre au perchoir, il peut dormir au mama shelter, il peut aller voir une exposition sublimissime en 360 degrés sur le Japon dans Jam Capsule. Là, on ouvre Harry Potter. Mais je me demande si c'est pas demain, une exposition sur Harry Potter qui est mondialement connue et qui va attirer. C'était sold out avant même d'ouvrir, c'est pas compliqué la billetterie. Donc voilà, c'est la force des Américains et de Warner pour ne pas les nommer. C'est la magie d'Harry Potter. On va dire. Wow, c'est-à-dire que quand on nous a dit non mais c'est bon, c'est vendu.
mais ça n'a pas commencé. Oui. Très bien. Donc vraiment, la porte de Versailles fait partie de ce projet fantastique de dire c'est un lieu de vie désormais. C'est pas juste un endroit où on va faire 1 heure de visite sur le stand qui nous intéresse et on en repart. On y est un peu capturé, si je puis dire, pour y passer une journée sans aucun problème. Vous pouvez y passer la journée. Oui. C'est devenu un endroit plus sexy que ça ne l'était. Oui, complètement. Moi, ça tombe très bien parce que j'y ai vécu. Donc, je me souviens bien. Tout à fait. Et voilà. Moi, j'étais vraiment aux prémices où ça commençait à bouger, justement, parce qu'il y avait le Mama Shelter était en construction, d'ailleurs. Voilà, donc le moment où j'y étais, on voyait que ça allait bouger, et donc j'imagine que des années plus tard, maintenant c'est plutôt actif. C'est plutôt actif, et puis il y en a un peu pour toutes les sensibilités, puisque je ne sais pas comment je vais pas penser à en parler, mais sur le toit du pavillon 6 où se trouve la serre et le perchoir, et il y a également ce qu'on appelle les carrés parisiens. Ce sont des carrés de culture, puisqu'il y a toute une partie du toit qui est implantée en agriculture urbaine, et ces carrés parisiens sont à destination des riverains qui ont la possibilité de louer une petite parcelle toute l'année pour venir y planter des carottes, des choux, des tomates, des fraises, du basilic ou que sais-je. Donc il y a aussi cette espèce de renouveau dans le quartier. Oui. Et franchement, les riverains ne peuvent qu'apprécier ce changement de visage, parce que tout à coup, ça devient agréable aussi quand on est le voisin de la porte de Versailles, d'aller se prendre un verre, d'aller cueillir des fraises sur le toit du pavillon 6, aller à une expo, etc. Donc quand avant il fallait passer un peu le parc Georges Brassens, quoi, pour commencer à avoir un peu de vie, et des petits cafés, et voilà. Même si c'est 10 minutes à pied, c'est pas non plus. Oui, mais c'est vrai qu'en sortant, proximité immédiate n'est jamais égalée en fait. Tout à fait. Quand vous commencez à parler de walking distance au-delà de là pour les 5 internationaux, au-delà de 5 minutes, déjà on a décroché, on ne plus. Donc ça c'est vraiment important, et la porte Maillot qui est en train de se transformer aussi. Bon là c'est vrai, et même si on n'y est absolument pour rien, on est désolé pour nos visiteurs et nos clients, parce que cet environnement est encore assez difficile avec tous ces travaux, et que ce soit ceux du tramway, ceux de la place, de Éole, etc. Mais mon Dieu, quand ce sera terminé, ce sera juste incroyable. Et l'expérience visiteur, et notamment internationale, va être considérablement améliorée, et ça fera partie des arguments massus pour défendre. Mais même pour vous, finalement, je pensais même sur un francilien, le fait que ça soit un peu un quartier qui boom, ou que l'accessibilité est changée, ça va être un argument de vente. C'est un argument de vente, et Dieu sait que pour le coup, moi qui œuvrais dans des endroits qui n'étaient pas forcément tous dans le Triangle d'Or, je me suis entendu dire toute ma carrière que dès lors qu'on était dans le 12e ou dans le 15e ou dans le 16e, on n'était pas dans Paris. Donc et là c'est vrai que quand tout à coup on arrive rue Marbeuf, ou à l'époque où je travaillais chez MoMA, ou à l'hôtel Salman Rothschild avenue de Friedland, alors là tout le monde dit ah oui, mais c'est dans le cœur du 8e, c'est les champs, donc c'est bon, ça y est, on est familier. Mais il y a quasiment 9 briefs sur 10 où le client va vous dire je voudrais que ce soit entre Opéra, les champs. Enfin voilà, donc c'est quand même assez dingo de se dire que le 15e, ça a été parfois un combat de dire aux gens si Porte de Versailles c'est à Paris, c'est dans le 15e, mais maintenant oui, vous avez raison, il est tellement devenu plus sexy que on a moins besoin de défendre la localisation. Oui. Mais vous, et vous le faites aussi bien. Je veux dire, c'est quand même, c'est très très présent dans votre communication. Et d'ailleurs, vous avez fait une très jolie map de tous vos lieux. C'est très très joli, ça, dessiné. Ah oui, effectivement, elle est très jolie cette map. Oui. Allez voir, chers auditeurs, parce que ça va vous donner des idées, je pense, pour ceux qui ont plusieurs lieux à mettre en valeur sur une carte pour pas faire la Google Map un peu classique. C'est très très sympa.
Alors, on a un peu parlé de la clientèle, donc ça c'était plutôt clair. Et on a parlé des formats d'événements, mais donc la marque s'appelle Vie Paris Émotion. Vous êtes donc normalement spécialiste de la création d'émotions. Est-ce que ça rime forcément? On a beaucoup parlé d'innovation avec Jam Capsule, avec la Cité de l'Histoire. Est-ce que l'émotion rime forcément avec innovation ou pas Non, pour vous? absolument pas. Alors, c'est vrai que particulièrement dans mon tempérament et dans ma sensibilité, non, c'est une source d'émotion parmi d'autres. C'est vrai qu'elle est dans l'air du temps et qu'elle est beaucoup recherchée par nos clients. Donc, bien évidemment, on est allé aussi sur ce terrain parce que ça nous intéressait au premier chef. Mais l'émotion, elle est partout et multiple. Et c'est bien ça qui fait qu'on s'est autorisé à nommer notre cellule comme telle, parce que concrètement, si vous allez à l'hôtel Salomon de Rothschild, vous n'êtes pas cueilli tout de suite par l'innovation. Hein. Au contraire, vous êtes plutôt dans un charme très suranné des années 20. Donc c'est pas la modernité que reflète l'innovation qui va vous cueillir. Mais justement, c'est ça qui nous a plu dans l'idée de développer cette marque, c'est de dire que elle pouvait être partout, parce qu'un cadre vous amène à en être particulièrement séduit ou ému, comme par exemple l'hôtel Salomon de Rothschild, ou un contenu. Et là encore, la culture, ça revêt tellement de couleurs différentes que vous pouvez être cueilli parce que tout à coup vous vous retrouvez à la Cité de l'Histoire face à une jeune femme qui incarne Jeanne d'Arc et qui vous somme de la suivre pour pouvoir aller combattre les Anglais. Bon, là il y a rien d'innovant, il y a rien d'immersif, mais ça vous chope quoi. Donc c'est là où on a beaucoup de chance, c'est que l'émotion elle est à chaque détour d'un moment d'un événement. Et puis là où j'en ai d'ailleurs été un peu saisie tout à l'heure, là où je pense que l'émotion commence, c'est dans la relation avec le client. Dès les premiers échanges et j'ai par exemple une Justine qui lorsque je l'entends au téléphone et que je l'entends dire bonjour, je m'appelle Justine, comment je peux vous aider, voilà, on est tout de suite dans un relationnel qui est très très humain et très dans le je suis une personne qui s'adresse à une autre personne et j'ai envie de vous faire plaisir. Et je pense que, en tout cas, et humblement, j'en ai été le témoin hier de cette cliente qui me rappelle au bout de 10 ans et qui me dit j'ai un souvenir ému. Je peux pas dire les choses plus simplement de notre collaboration. Elle me parle absolument pas de l'événement à ce moment-là. Oui. Elle me parle de notre relation qui a déjà 10 ans. Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Et donc pour moi l'émotion démarre là et tout du long. Et il y a rien qui nous rend plus fiers et plus complet que lorsqu'un client à la fin de son événement nous remercie nous en fait. Alors c'est l'équipe. Un peu narcissique, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas quand on se met passé quelque chose, quoi. Oui, quand on se met au service d'une personne pour faire en sorte que son projet devienne réalité, le fait que le client ensuite vous remercie, je pense que c'est mission accomplie. Exactement. Et donc c'est pour ça que je suis très attachée à ce mot parce que oui, quand on fait son métier avec autant de cœur, et ben on peut être saisi soi-même d'émotions quand on voit l'événement se réaliser et que le client en est content. On peut être saisi d'émotions quand on est remercié. On peut être saisi d'émotions quand tout à coup il y a le petit truc en plus que personne n'attendait qui se produit. Le dernier qui me vient en tête, c'est un rayon de soleil alors qu'il venait de pleuvoir, vraiment c'était atroce, et au moment où la mariée arrive dans l'allée, il y a un rayon de soleil qui tombe sur elle. Je peux vous dire que l'audience était en larmes. Bon là c'est des petites choses qui vont sublimer l'événement, mais en tout cas on va tout faire nous pour qu'un maximum de ces choses-là arrive sans pour autant être maître de la météo. Bien sûr. C'est ces petits suppléments d'âme qu'on essaie de positionner tout au long de la relation client et qui fait la saveur de ce métier. Et est-ce que selon vous, il y a des étapes indispensables pour être un peu parler
être actionnable un peu dans ce qu'on dit par rapport à l'émotion dans la relation client. Est-ce que vous avez des indispensables quand, je sais pas, un nouveau collaborateur arrive, de dire, voilà, nous, on met ça en place pour être sûr que la relation puisse se créer avec le client, que vous puissiez capter justement dans quelle émotion il est pour le reproduire. Enfin, je donne des exemples, mais... Alors oui, absolument. Hein. Quand j'ai eu l'occasion de recruter quelques personnes dans mon parcours et dans mon entretien de recrutement, il va y avoir cette dimension de gentillesse qui est la qualité. Donc ça passe déjà par le recrutement, de dire je vais chercher des qualités humaines. Je préfère quelqu'un dont la personnalité, le tempérament et ce que cette personne dégage aille dans le sens de cette bienveillance, de cette gentillesse. J'ai commencé ma carrière en étant gentille organisatrice, quoi. Et j'aime ce mot, en fait. Je le trouve ni galvaudé ni gnangnan. Non, c'est vrai que c'est joli. Et je pense que c'est une qualité qui est indispensable pour le bien vivre. Et donc oui, je préfère quelqu'un qui va avoir ce soft skill là et qui sera peut-être à accompagner techniquement dans ses compétences que j'en ai rencontré des gens qui sont des tueurs techniquement et avec qui j'ai pas du tout eu envie de travailler, où je me suis dit non, je veux pas confier mes clients à ce personnage qui a l'air beaucoup trop sûr de lui ou sûr d'elle, péremptoire. Voilà, donc en tout cas c'est mon credo à moi. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut recruter dans la vie, mais en tout cas c'est votre interview. C'est ma croyance absolue. Et ensuite l'indispensable, c'est la prise de brief, quoi. C'est que c'est pas moi qui le dis pour une fois. C'est qu'à un moment donné, si vous vous installez pas avec votre client pour dire alors tu es qui, t'as fait quoi avant avec tes invités, tu attends quoi de ce moment, qu'est-ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu veux obtenir ensuite, qui est ta cible, des garçons, des filles, des vieux, des jeunes, quel métier font-ils. Voilà, il faut s'installer dans ce moment, il est déterminant. Et déjà, quelqu'un avec qui vous posez beaucoup de questions, il va se dire, a priori, c'est que ce que je demande l'intéresse. Tout à fait. Ce dont j'ai besoin est important pour mon interlocuteur. Donc la relation de confiance, elle démarre là. Et puis surtout, parce que il m'arrive d'être paresseuse, si vous avez le bon brief, vous pouvez faire la réponse la plus pertinente. Parce que des commerciaux qui font des devis au kilomètre, et j'en ai connu, parce que ils ont reçu un mail et qui se sont jetés ventre à terre sur alors voilà, je mets ça dans mon devis, etc., mais qui savent pas du tout qui est la personne, ils n'ont pas entendu le son de sa voix. Et je vous assure que quand vous le savez parfaitement, mais quand vous faites une exploration de brief correcte, vous avez quasiment déjà gagné une partie du projet. Complètement. Et si on l'a pas gagné à l'instant T, on le gagne. Il vous réinterrogera. Oui. Donc pour moi, ça c'est l'indispensable. Ouais. C'est le point névralgique de la relation qui démarre bien, qui fait que le travail sera de meilleure qualité. Même si vous passez 20 minutes au téléphone pour finalement dire bon, je n'ai pas tout à fait le produit qui va vous convenir, mais on va essayer de vous trouver d'autres solutions, etc. Vous n'avez pas perdu votre temps. Non, parce qu'on n'a pas fait 5 devis avec des allers-retours, avec finalement pour se dire bon non. Exactement. Donc, et d'ailleurs, j'en profite, la question du budget a tout à fait le droit d'être posée. Oui. N'ayez pas peur. Et d'ailleurs, pour compléter sur le budget, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent oui, mais ils nous disent qu'ils savent pas. Donnez-leur une fourchette. Oui. Ils vont tout de suite savoir si vous leur dites. Donc vous avez 10 000 euros par personne. Généralement, déjà, ils vont tous vous dire non. Ce serait merveilleux, mais ils savent quand même leur plafond ou leur fourchette. Ils le savent toujours, et si toutefois ils n'ont toujours pas l'envie ou le droit de le dire, vous donnez des grandes masses et des grands indicateurs. Et ça peut être rédhibitoire, et le client peut vous dire de lui-même non, j'ai pas du tout ce budget-là. Donc oui, soyez malin. Il n'est pas que question de travailler pour rien. Je pense que l'énergie que vous prendrez là, vous ne la perdrez pas à poubelliser un devis qui sera même pas lu. Donc ça, c'est aussi pour le coup mon conseil pragmatique. Et le temps qu'on gagne à bien briefer aussi peut être réutilisé, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, on prend le temps de brainstormer avec des clients. Oui, mais si on fait des devis toute la journée, on n'aura pas ce temps-là. Donc, investissez
Il faut investir à ce moment-là, et puis ensuite il faut convaincre de venir visiter. Ça, c'est vraiment aussi le deuxième indispensable, parce que la visite va venir une fois que la barrière du premier devis est passée et que a priori le budget fonctionne. Dans ces cas-là, ce qui va venir mettre un tampon, un bon pour accord sur la proposition, c'est le coup de cœur ou pas sur le lieu que vous défendez. Donc battez-vous pour faire des visites. C'est ce qui va faire que vous allez closer un deal ou pas, mais en tous les cas, c'est la meilleure manière d'obtenir un go ou un no-go du client. Puis ça évite des surprises le jour J aussi, parce que ça arrive souvent sur des non-visites, de dire ah bah oui, mais j'imaginais pas ça comme ça. Ouais, alors c'est vrai que ça arrive tellement rarement que je crois que c'est arrivé une fois la semaine dernière sur la Serre, où le client est venu une semaine avant pour la première fois voir le lieu, alors que l'événement était déjà confirmé, quasiment finalisé, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit moment de pourvu que ça lui plaise. Mais oui, donc ça pour moi c'est le deuxième indispensable. Et puis ensuite c'est vraiment ce suivi comme si c'était pour vous, quoi. Ouais, comme si c'était pour vous, pour votre père, votre meilleur ami, ou je sais pas. Si vous avez envie de faire plaisir, c'est hyper communicatif. Et puis les gens se livreront plus facilement à vous, et donc vous confieront plus encore de responsabilités sur leur projet, et ce sera l'occasion de vendre plus de choses, d'aller plus loin, et de pas se contenter de la scientifique moelle. Et je dirais même quand on dit faites-le avec attention, faites si vous avez envie de faire plaisir, si vous le faites comme si vous le faisiez pour un proche. Ça peut se traduire par exemple par le fait d'être proactif, c'est-à-dire que des fois on n'est pas obligé de conseiller X ou Y, ça fait pas vraiment partie de notre scope, mais ces petites attentions un petit peu au-delà de notre scope, c'est ce qui va aussi faire la différence, et c'est ce qu'on aurait fait justement avec un proche. Pour soi, donc ça sûr. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire pour ajouter une petite couche en plus dans votre attention, votre bienveillance avec le client. Absolument. Voilà, pour rendre ça actionnable. Oui. Parce que j'en ai parfois qui me disent oui, mais alors je fais quoi? Je les prends dans mes bras? Non, bah non. On va pas faire des câlins tout le monde. Je ne ferai pas de commentaires. Ça peut arriver, mais ça restera. Ça peut arriver, mais voilà. Et puis c'est vrai que de toute façon, j'allais aussi rebondir sur quand on a fait ce brief et qu'on a pris le temps et qu'on a écouté et qu'on a été dans une communication intelligente avec le client, de comprendre son émotion et son besoin et d'apprendre à le connaître, la relation s'est installée. Oui. C'est comme si on avait bu un premier café avec quelqu'un. Donc après, le suivi, finalement, se fait assez de façon plus fluide, puisque on se connaît un peu. Absolument, absolument. On s'est compris. Oui. Je voulais dire aussi une autre question, parce que comme vous avez ces lieux avec des expériences assez incroyables, comment est-ce que vous, au sein du pôle vie Paris Émotion, même si de ce que j'ai compris, vous avez aussi une division innovation, comment est-ce que vous restez en veille sur les tendances, les envies des clients? Vous êtes sur une clientèle plus locale, donc c'est aussi différent d'une clientèle internationale, j'imagine. Est-ce que vous regardez des choses en particulier, ou rien que en interne, vous avez déjà une grande ressource pour vous inspirer? On a beaucoup de gens chez nous qui font de la veille. Okay. Qui font de la veille et notamment notre responsable de l'innovation, Jeanne, notamment le directeur de Vie Paris Développement, Laurent, avec son équipe. C'est vrai que nous, du coup, dans mon département, on est très nourris par ces inputs-là, que pour être honnête, on n'aurait pas le temps mécanique de faire nous-mêmes cette veille-là, parce que toute notre énergie et toute notre bande passante, on la met sur les clients, absolument. En revanche, on a la chance d'être alimenté par beaucoup de collaborateurs et de collègues en interne, et j'ai envie de vous dire que c'est déjà énorme.
Ah oui. Et ensuite, ce sont parfois nos propres clients. Hier, typiquement, on a vu une prestation, on a noté le contact du prestataire parce qu'on l'avait encore jamais rencontré, qui nous a plu. Et du coup, on s'est dit tiens, ça on connaissait pas. On a demandé les coordonnées, on les a sanctuarisées. Donc c'est là aussi c'est hyper itératif et quelque part c'est une affaire de curiosité d'abord, de pas simplement se contenter de regarder passer un événement sans en prendre la note, même si on n'a pas contribué à tout ce qui se produit pendant cet événement, parce que on a aussi beaucoup de clients qui sont très très forts pour ça, mais c'est de la curiosité en priorité. Et puis on a peut-être, si je dis pas de bêtises, tous les mois ou tous les 2 mois, des conférences qui sont proposées chez nous, chez Viparis, justement par le département innovation. On appelle ça des pas de côté. Et c'est dédié qu'à l'interne pour aller rencontrer des opérateurs, des acteurs de l'événementiel, justement plus dans l'innovation, qui nous font part de leurs expertises et qui nous nourrissent aussi énormément. Et puis il y a un chapitre qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui est la RSE, sur laquelle on progresse de jour en jour. Enfin, en tout cas, depuis qu'on a vraiment mis en place une gouvernance assez chiadée, je dois le dire, sur ce qu'on appelle nous Better Events 2030. Là aussi, ça nous a obligés à aller rencontrer des sachants, parce que typiquement, s'il y a bien un sujet qu'il faut maîtriser, c'est celui-là. Et qu'il y a beaucoup de greenwashing dans ce secteur et dans d'autres par ailleurs, et que là aussi on a eu l'humilité de dire bon, on sait pas tout ce qu'il faut savoir s'agissant de la RSE, hein, parce que la RSE, les gens disent que c'est traitement des déchets. Non, les enfants, hein, ça recouvre tout ce qui va être sociétal, tout ce qui va être évidemment environnemental, même si c'est le premier volet que les gens retiennent. Enfin, il y a 1001 sujets. Donc là aussi, on est allé voir ce qui se passe ailleurs, comment c'est mené, quelles sont les actions qu'on peut du coup nous approprier chez nous, que ce soit en interne, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec nos prestataires. Donc il y a énormément, vraiment le mot qui me vient, c'est la curiosité, et qui va être le moteur ensuite de dénicher des prestataires incroyables ou des façons de faire. Et on a la chance de s'être donné les moyens d'avoir des gens de chez nous qui font beaucoup de chasse et beaucoup de veille là-dessus, quoi. Et aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que Viparis est un des, je sais pas comment on peut dire, créateurs, initiateurs de French Event Booster avec d'autres acteurs du marché, qui vient aussi compléter toute cette effervescence autour de l'événementiel de demain. Donc vous êtes très, comment je dire, actif sur très actif et tous les sujets. Ce French Event Booster a littéralement explosé, quoi. Oui. C'est-à-dire que là où on devait incuber 10 startups, aujourd'hui on a un catalogue, enfin c'est même international, quoi. Donc c'est assez fou et nouveau salut à Jeanne, qui est une jeune femme totalement impressionnante dans la manière dont elle a notamment géré French Event Booster, et d'une intelligence rare d'ailleurs. Et clairement, c'est là où on s'est dit, il y a un truc à faire avec l'innovation. Et visiblement, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui ont des choses à proposer. Donc, ne faut pas rester step back et voir passer les trains. Et non seulement on s'y est intéressé, mais on a même donné des impulsions et des moyens pour que ces startups fonctionnent, quoi, tout simplement. Donc il y a un côté mentoring qui est aussi vachement intéressant chez Viparis, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vraiment allez sur le site, tout est dessus. Et ensuite, via les réseaux sociaux, vous pouvez suivre les différentes marques pour avoir les actualités. French Event Booster, je sais qu'ils ont une page sur LinkedIn puisque je la suis. Absolument. Donc, allez voir, tout est très très bien expliqué. Laure, justement, si on veut vous joindre, vous suivre, le mieux c'est LinkedIn.
Alors oui, de façon un peu prosaïque, c'est LinkedIn qui va recenser un maximum de choses sur ce que l'on fait chez Viparis Émotion et chez Viparis en général. Donc n'hésitez pas à suivre nos pages. Et puis si vous avez besoin plus précisément de rentrer en contact avec le département Viparis Émotion, vous pouvez évidemment me contacter via LinkedIn en personne. Superbe. Merci beaucoup Laure de nous avoir dévoilé les coulisses de Viparis Émotion. C'était très 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 enrichissant et passionnant, et au plaisir de suivre toutes ces avancées que vous prévoyez chez Viparis de façon générale. Merci à vous Clémence. Au revoir. Bonne journée. Merci.